le potentiel électrique V de R. Voilà, ça on l'avait fait. Voilà. Voilà, on avait le potentiel. Ensuite, on nous demandait de déduire l'intensité, c'est-à-dire le module du champ électrique E de R au point M et le représenter qualitativement. Là aussi, on l'avait fait. Voilà, on avait représenté E au point M, il est dirigé vers l'infini. Ensuite, troisième question, on nous demandait avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta c'est la droite médiatrice ici, une charge positive Q', pour qu'elle atteigne le point I, milieu de AB. Donc, on a deux charges Q, l'une en A, l'autre en B, elles sont positives, et qu'est-ce qu'on fait? On lance de l'infini une charge Q' qui est aussi positive. Donc, les charges Q et Q' vont repousser la charge Q'. On a représenté le champ E, il est dirigé vers l'infini, et donc la charge Q' va être soumise à une force répulsive qui la repousse. Et donc, on nous demande avec quelle énergie cinétique, c'est-à-dire avec quelle vitesse minimale on doit lancer de l'infini la charge Q' pour qu'elle arrive au point I. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a conservation d'énergie totale. Et l'énergie totale, comment on l'écrit? L'énergie totale, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On avait fait cette question, hein, mais je la reprends quand même pour apporter quelques précisions si vous avez des questions. Donc voilà, donc l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie potentielle électrique et de l'énergie cinétique. Donc on va écrire l'énergie totale à l'infini et l'énergie totale au point I. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'à l'infini, l'énergie potentielle est nulle puisqu'il n'y a pas de charge à l'infini. Et donc, l'énergie totale à l'infini, ce sera uniquement l'énergie cinétique à l'infini. L'énergie totale à l'infini, c'est l'énergie cinétique à l'infini. Ensuite, si on veut l'énergie cinétique pour que la charge arrive au point I avec une énergie minimale, il faut que son énergie cinétique soit nulle, c'est-à-dire qu'elle arrive au point I avec une vitesse pratiquement nulle. Donc, l'énergie si on veut avoir l'énergie cinétique au point I, minimale, c'est 0. Et donc, dans ce cas-là, l'énergie totale minimum au point I, c'est l'énergie potentielle, puisqu'au point I, l'énergie cinétique est nulle. On veut que la charge Q' arrive même avec une vitesse nulle. Voilà. Donc, l'énergie totale au point I, minimale, c'est l'énergie potentielle au point I, c'est-à-dire Q' fois VI qu'on avait calculé. Voilà. Donc, voilà, VI, on va prendre R égale A. Ici, la distance OI, on avait montré que c'était A. Donc, en faisant R égale A, on trouve VI égale V de R égale A égale 2KQ sur A. Alors, on aurait pu ne pas utiliser V de R parce que ici, c'est un cas simple au point I. Hein. Le potentiel au point I, c'est le potentiel créé par la charge Q en A, KQ sur A, plus le potentiel créé par la charge Q en B, c'est-à-dire KQ sur B, c'est-à-dire sur A, pardon, c'est-à-dire que le potentiel en I, c'est 2KQ sur A. On n'avait pas besoin d'utiliser l'expression, mais ça nous montre qu'on est cohérent, c'est-à-dire que dans cette expression de potentiel, eh bien, elle est correcte puisque on vérifie qu'on retrouve bien un résultat simple au point I. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va écrire qu'il y a l'énergie totale à l'infini égale l'énergie totale au point I. C'est-à-dire que l'énergie totale au point I, c'est Q'VI, Q'VI, VI, pardon, c'est 2KQ. Donc, l'énergie totale minimum au point I, c'est 2KQ
sur A multiplié par Q', c'est-à-dire 2KQQ' sur A. Et ceci, ça doit être égal à l'énergie totale à l'infini. L'énergie totale à l'infini, c'est l'énergie cinétique à l'infini, c'est-à-dire l'énergie. Donc, l'énergie totale minimum, ce sera l'énergie totale à l'infini, c'est-à-dire l'énergie cinétique à l'infini. Et on trouve que l'énergie cinétique minimale avec laquelle il faut envoyer la charge Q' de l'infini, selon la droite delta, c'est KQQ' sur A. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. Bon, مدام ما فهمتش لا غولاسيون تاع مع الانفيني ومينيمال. كيفاش؟ La relation à l'infini est minimum. L'expression énergie cinétique minimum, c'est que pour que la charge Q' arrive au point I, parce que la charge Q', qu'est-ce qu'elle fait? Elle est repoussée. Et plus elle se rapproche des charges Q et Q', donc plus le champ va augmenter. Donc la force de répulsion va augmenter. D'accord? Et donc elle va être, si vous voulez, le mouvement de Q' va être un mouvement décéléré, retardé. Donc elle va venir, si elle a une énergie cinétique initiale qui n'est pas suffisante, elle va avoir un mouvement retardé. À un certain moment, sa vitesse va s'annuler et elle va rebrousser chemin, elle va repartir vers l'infini. D'accord? Elle va arriver à un certain point, elle va repartir. Alors, plus on augmente l'énergie cinétique initiale à l'infini, plus la charge Q' va se rapprocher des charges Q et Q'. Elle va se rapprocher. Et là, on veut qu'elle arrive à peine au point I. C'est-à-dire qu'elle arrive au point I. On verra tout à l'heure pourquoi. Eh bien, pour qu'elle arrive au point I, quitte à avoir une vitesse nulle. D'accord? Donc, plus on augmente la vitesse initiale, donc l'énergie cinétique à l'infini, plus la charge Q' va se rapprocher. Et ensuite, bien sûr, elle va faire demi-tour et repartir, puisque c'est un mouvement décéléré. Voilà. Quand elle va, alors, pour qu'elle arrive au point I, on va supposer qu'elle va arriver au point I avec une énergie cinétique la plus petite possible, c'est-à-dire 0. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, l'énergie cinétique au point I, c'est 0. Et donc, l'énergie totale au point I, c'est uniquement l'énergie potentielle, puisque l'énergie cinétique va être nulle. Voilà. Maintenant, à l'infini, il n'y a pas d'énergie cinétique. Il n'y a pas d'énergie potentielle, pardon. L'énergie potentielle à l'infini est nulle. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie totale. Donc, l'énergie totale minimale au point I est égale à l'énergie totale minimale à l'infini, c'est-à-dire l'énergie cinétique à l'infini. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Ça revient souvent une question comme ça, hein? D'accord? C'est bon? Voilà. Alors, il y a une question suivante. La question, je ne vais pas vous la traiter parce que c'est compliqué. Bon, c'est pour les gens qui vont faire plus tard de la physique ou là. Bon, c'est voir qu'il y a une barrière de potentiel. Donc, j'ai fait une remarque. Ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Voilà ce que j'ai dit. Il faut cependant vérifier que la charge Q' ne rencontre pas de barrière de potentiel quand elle vient de l'infini au point I. D'accord? Ça se rappelle surtout, c'est de la mécanique. Bon, ça peut être compliqué. On n'a pas le temps de traiter ça. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, là, on montre qu'elle ne rencontre pas de barrière de potentiel. Il n'y a pas de problème. Alors, question suivante. On était arrivé là. Donc, déterminer l'énergie interne du système ainsi formé avec les trois charges, Q' étant au point I. Q' est au point I. Voilà, Q', elle est au point I. Vous avez trois charges, Q en A, Q' en I et Q en B. Alors, l'énergie interne, c'est KQA Q' sur A plus KQB Q' sur A plus KQQ, c'est-à-dire Q au carré, sur 2A. Donc, voilà l'énergie interne. Là, on a vu. Donc, voilà comment on la détermine. Voilà.
Ensuite, cinquième question. Alors, cinquième question, c'est la plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Que se passe-t-il si on écarte légèrement du point I la charge Q', la charge Q' en I ici? Qu'est-ce qui va se passer si on la bouge un tout petit peu? On l'écarte, c'est-à-dire qu'on la bouge soit là, soit là, soit là. Alors, petit a, on nous demande, on la bouge, mais suivant la droite delta, c'est-à-dire qu'on la déplace comme ceci. On déplace Q' comme ceci, et on nous demande d'écrire ce qui va se passer et bien sûr justifier. Alors, petit a. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait la force qui s'exerce sur Q'. On écrit F égale Q' fois E, E le champ. Donc, pour savoir comment est orientée la force, il faut savoir la direction de E, puisque Q' est positive. Donc, la force F, elle est parallèle. Par symétrie, il est dirigé vers la droite delta. La force. Non, mais si votre charge Q', elle se trouve là. Oui, E est dirigé par rapport à delta, parallèlement à delta, d'accord. Donc, si on déplace la charge, on la dépasse sur la droite delta, que va-t-il lui arriver? On sait que la force qui s'exerce sur Q', c'est F égale Q', E. E, c'est le champ. Donc, il faut connaître la direction du champ suivant la droite delta. Alors, on va voir comment. Donc, je sais qu'en I, E en I est nul, par raison de symétrie, comme vous l'avez dit, parce que la force qu'exerce QB sur Q', elle va être dirigée comme ça, l'autre force, elle va être dirigée comme ça, et les deux forces étant égales, en I, c'est une position EI égale 0, une position d'équilibre. Maintenant, que se passe-t-il si on déplace la charge Q' un tout petit peu de I? On ne la laisse pas en I. En I, elle est en équilibre, elle ne bouge pas si on la laisse toute seule. Maintenant, si on la bouge un tout petit peu, que va-t-il se passer? Eh bien, si on la déplace sur delta, avec la droite delta, on la déplace. Que va-t-il se passer? Bien, si je la déplace par là, je vais voir le champ, on l'a vu, on l'a représenté, il est dirigé vers l'infini. Voilà. Donc, voilà, j'ai repris le schéma ici. Si je déplace la charge Q' de ce côté-là, elle va être soumise au champ ici. Comment est dirigé le champ ici? Eh bien, le champ ici, la charge Q', le champ ici, il est dirigé comme ceci. C'est-à-dire que la force va être comme ceci. Et donc, Q', elle va aller vers l'infini. Si je déplace Q' de ce côté-là, sur la partie IM, là, eh bien, la force étant dirigée vers l'infini, Q' va aller vers l'infini. Maintenant, si je la déplace de ce côté-là, sur la partie OI, là, la partie ici, eh bien, le champ est dirigé comme ceci. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous comprenez que le champ est dirigé comme ça? Est-ce que vous comprenez que le champ, ici, est dirigé comme ceci? Bon, si vous voulez, les axes. On ne regarde pas les axes. On regarde la droite AB, et les deux charges Q et Q, en A et en B. Et vous voyez que quand on se trouve ici, on fait la somme des champs, le champ va être dirigé vers l'infini, plus l'infini. Par contre, si on se place de ce côté-là, on fait la somme des champs, le champ dirigé par Q en A va être dirigé vers moins l'infini, le champ dirigé dû à la droite Q en B va être dirigé comme ça. Donc, quand on va faire la somme des champs, on va trouver un champ dirigé vers moins l'infini. Est-ce que vous avez compris ça? Que la droite AB, c'est une droite de symétrie. On a une symétrie par rapport à AB. On a deux charges sur AB. Et donc, de ce côté-là, le champ est dirigé vers plus l'infini. Et de ce côté-là, le champ est dirigé vers moins l'infini. Et au point I, le champ est nul. Est-ce que vous avez compris ça? Et donc, la personne qui n'a pas compris me dit, j'ai pas compris, je réexplique. C'est bien, ça veut dire que tout le monde a compris. Très bien. Donc, vous voyez que si la charge Q' est en I, Naya, EI égale 0, on est à l'équilibre. Mais dès qu'on se déplace
vers le haut, ici, suivant la droite delta, E étant dirigé comme ça, la force va être parallèle et de même sens que E, donc Q' va être soumise à une force qui est dirigée vers plus l'infini et elle va se déplacer le long de la droite delta jusqu'à l'infini. Par contre, si la charge Q', je la déplace dans ce côté-là, de ce côté-là, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, la force F, c'est Q', E, mais E est dirigé dans ce sens-là, vers moins l'infini, suivant la droite delta. Et donc, la force Q' va aller vers moins l'infini. Voilà. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que E, dans les deux cas, qu'on soit sur la partie supérieure de delta ou là sur la partie inférieure de delta, eh bien, E va éloigner la charge Q' de I. Ça veut dire que I, c'est une position d'équilibre, d'accord? Mais elle est instable parce que dès qu'on bouge un tout petit peu, eh bien, E va éloigner, la force va éloigner Q'. Donc, I est une position d'équilibre instable parce qu'on ne revient pas à cette position-là. Dès qu'on bouge un tout petit peu, on va aller soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Est-ce que vous avez compris ça? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, petit b, on ne va pas se déplacer sur la droite delta, mais on va se déplacer sur la droite AB, le segment AB. Non. Que va-t-il se passer? Donc, petit b, eh bien, si on écarte Q' de I, mais sur le segment AB, on bouge un tout petit peu. Non, I, je sais que le champ est nul. Mais si je bouge un tout petit peu, comment va être orienté le champ? Alors, par exemple, si je viens ici, de ce côté-là, je vais faire la somme des deux champs. Le champ dû à la charge Q en A et le champ dû à la charge Q en B. C'est-à-dire que le champ ici, comment il va être dirigé? Je sais que le champ… IB يروح BA. le champ تاع la charge QA يجي لهنا يجي هكذا ou le champ du AQB يجي هكذا. C'est des champs qui vont être opposés. Ils sont opposés, mais quel est le champ qui l'emporte? Le champ qui l'emporte, qui a le plus grand module, c'est le champ de EB. Et le champ de EB est dirigé comme ça. Cela veut dire que quand je suis entre I et B, le champ va être dirigé dans ce sens-là. Et même raisonnement de l'autre côté. Si je suis là, c'est le champ EA qui va l'emporter et donc le champ va être dirigé vers I. Donc, voilà, j'ai représenté le champ. Entre B et I, si Q' vient là, le champ va être dirigé comme ça, c'est-à-dire que la force va être dirigée vers I. Si je suis entre I et A, de ce côté-là, eh bien le champ va être dirigé comme ça, toujours vers I. Donc, vous voyez que quand je me déplace sur la droite AB, eh bien, le champ, qu'est-ce qu'il fait? Il est dirigé vers I. Ça veut dire qu'il va tendre à ramener la charge Q' vers le point I. Ça veut dire que le point I va être une position d'équilibre, mais stable, parce que dès que je bouge un tout petit peu, la force va me ramener vers I. Donc, E va ramener la charge Q' au point I. Donc, I est une position d'équilibre stable sur AB. Donc, vous voyez que ici, ce qui se passe, c'est un cas intéressant, c'est que suivant une direction, la droite delta, eh bien, le champ va écarter la charge Q', donc I est une position d'équilibre instable sur delta, mais sur AB, I est une position d'équilibre stable. Donc, si on bouge un tout petit peu, on revient à la position initiale. Est-ce que vous avez compris ça? C'est clair? Oui, donc, sur la droite delta, on va s'éloigner de I. Donc, I est une position d'équilibre instable, puisqu'on va s'éloigner, on ne revient pas. Par contre, sur la droite AB, eh bien, dès qu'on bouge un tout petit peu, eh bien, le champ va ramener la charge Q' au point I. Donc, I est une position d'équilibre stable sur AB. Voilà. Maintenant, si au lieu de prendre une charge Q' positive, on avait pris une charge Q' négative,
eh bien, on aurait trouvé le champ qui est le même, il ne change pas, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que la force, elle va être opposée au champ. Donc, si on avait pris Q' négative, eh bien, on aurait eu, suivant delta, une position I sera une position d'équilibre stable, et inversement, suivant AB, eh bien, I sera une position d'équilibre instable. Voilà. Bon, avec ça, on aura terminé donc l'exercice 2,6. On va passer à l'exercice 2,8. 2,7, on l'a fait, hein? D'accord? Donc, on va passer à l'exercice 2,8. Le voilà. Alors, l'exercice 2,8. Alors, voilà, on place en point O un dipôle de membre dipolaire P. Le potentiel créé par ce dipôle au point M, situé à grande distance, est donné par l'expression suivante. On vous l'a démontré en cours. Première question, on vous demande d'établir l'expression des composantes radiales et transversales du champ E créé par le dipôle au point M. Ça, c'est une question de cours. Mais on nous demande de la refaire. Bon, on va refaire. D'accord? Donc, on va commencer par la première question. Et avant, on va, comme d'habitude, faire un petit rappel et dire qu'est-ce que c'est qu'un dipôle et comment on va s'en servir. Alors, voilà, un dipôle, finalement, c'est un ensemble. Hein? Un dipôle, on ne le casse pas. D'accord? C'est un ensemble. C'est pour ça que je l'ai entouré ici de deux charges, moins Q et plus Q. Voilà un dipôle. Et c'est un ensemble qui est lié, ça veut dire qu'on ne le casse pas. On a entouré ici pour dire que ça ne bouge pas. Alors, et comment ce dipôle-là, comment on va l'observer? Alors, la distance entre la charge moins Q et plus Q est très petite devant le point ou la distance d'où on observe. C'est-à-dire qu'un dipôle, si j'observe un dipôle, je mets ici l'œil point M à partir duquel on regarde, on observe le dipôle, vous voyez votre dipôle ici, eh bien, on appelle le vecteur A le vecteur M-M+. S'ils appellent M- la position de la charge moins et M+, la position de la charge plus. Le vecteur A, c'est le vecteur donc, qui a pour module la distance entre M- et M+, qui est orienté de M- vers M+. Donc, le vecteur A, c'est le vecteur M-M+. Voilà. M1-, c'est la position de la charge moins, et M+, la position de la charge plus. Alors, on définit, donc, c'est ce qu'on voit quand on a un dipôle, la distance A est très petite. Cela veut dire qu'on a la distance OM, si j'appelle O le milieu du dipôle, ça va être la position du dipôle, eh bien, on aura toujours, pour un dipôle, on aura toujours la distance OM, la distance à partir du point auquel on observe le dipôle, eh bien, elle va être très grande devant petit a. Petit a, la distance ici, et donc elle est très petite, et c'est pour cela qu'on observe les deux charges en même temps. On ne casse pas les charges. Voilà. Alors maintenant, on définit quelque chose qui va caractériser le dipôle, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire électrique. Le moment dipolaire électrique P, c'est un vecteur qui est égal au produit de Q par le vecteur M-M+, c'est-à-dire c'est le produit QA. Donc le moment dipolaire, il est parallèle et de même sens que A, et son module, c'est Q fois le module de A. C'est-à-dire que le moment dipolaire peut être une grandeur physique, c'est un vecteur dont le module va être exprimé par les unités. Q, c'est une charge et A, c'est une distance. Donc, le moment dipolaire électrique s'exprime en coulomb-mètre. Voilà. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour le dipôle? On exprime le potentiel et le champ créés par le dipôle, parce que le champ et le potentiel, donc ils sont créés par le dipôle, on les exprime en coordonnées polaires, R et θ. Alors c'est quoi R, c'est quoi θ? Alors quand on est en coordonnées polaires, vous voulez que le dipôle, alors on le représente par P.
c'est-à-dire que c'est le produit QA, ou le moment dipolaire, P, eh bien, quelles sont les coordonnées polaires? Alors, R, c'est la distance entre le milieu du dipôle et le point M, et θ, c'est l'angle entre, regardez, le vecteur P qui est orienté et le vecteur OM, avec les coordonnées polaires avec lesquelles on va travailler donc quand on a un dipôle. R, c'est la distance entre le dipôle et le point où on se trouve, et θ, c'est l'angle entre le vecteur moment dipolaire et le vecteur OM. Alors avec ça, je pense qu'on pourra commencer à travailler. Voilà, alors première question, on nous demande d'établir l'expression des composantes radiales et transversales du champ. E, créé par le dipôle au point M. On m'a donné le potentiel, donc je dois déduire le champ à partir du potentiel. Qu'est-ce que je connais? Je sais que GV de R, on me l'a donné, c'est Kp cosinus θ sur R2. Et qu'est-ce que je veux? Je veux déterminer les composantes de E en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce que je vais? Pour passer du potentiel au champ, je connais la formule connue, hein, c'est on a dV égale moins E scalaire dL. Alors, je vais utiliser de la relation pour tirer E. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais écrire dV égale moins E scalaire dL pour tirer les composantes de E. Alors, dV, c'est la différentielle de V. Ici, j'ai deux variables, R et θ. Ça veut dire que la différentielle de V, c'est égal à la dérivée de V par rapport à R, la dérivée partielle de V par rapport à R, dR, plus la dérivée partielle de V par rapport à θ, dθ. C'est la différentielle, on l'a vu déjà en mécanique. Hein. Voilà, donc là, on a deux variables, R et θ. Voilà, et V est une fonction de R et de θ. Voilà, et maintenant, il faut que j'exprime ça égale donc le produit scalaire EDL. Qu'est-ce que je connais? E en coordonnées polaires, comment on l'écrit? On l'écrit E. Alors, les coordonnées polaires, c'est le vecteur unitaire UR et le vecteur unitaire Uθ. Donc, je vais avoir la composante ER parallèle à UR plus Eθ, Uθ. Et ce que je veux, c'est déterminer ER et Eθ. Et donc, je sais ici que j'ai un produit scalaire EDL. Et DL, c'est quoi? Eh bien, DL, c'est un déplacement en coordonnées polaires. On l'exprime en fonction du déplacement parallèle à UR et le vecteur unitaire radial et le déplacement parallèle à Uθ. Donc, DL, c'est DR UR, plus, n'oubliez pas le R ici, R dθ, Uθ. Voilà. Et quand je calcule le produit scalaire EDL, je vais avoir UR, ça fait 1, UR, Uθ, c'est 0, UR, Uθ égale 0. Et ça va me donner EDL égale ER-DR plus Eθ R dθ. Voilà. Et je vais écrire que dV, que ceci, est égal à cela. Donc, je sais que les variables R et θ sont deux variables indépendantes. Ce qui fait que ça va me donner que ER, c'est moins, parce que j'ai un signe moins ici, moins dV sur dR, et Eθ, c'est moins 1 sur R dV sur dθ. Donc, voilà. E, il s'écrit, E, c'est ER, la composante ER, c'est moins dV sur dR, c'est-à-dire pour avoir la composante ER, il faut que je dérive V par rapport à R. Eθ, c'est moins 1 sur R dV sur dθ. Voilà. Donc, je vais prendre l'expression de V et je vais dériver V par rapport à R. Je vais avoir ER et je dérive V par rapport à θ, je vais avoir Eθ. Alors, je dérive ici, donc j'ai 1 sur R2, donc ça va faire, c'est-à-dire Kp cosinus θ, R à la puissance moins 2, donc je vais avoir moins 2 Kp cosinus θ sur R3. Donc, ça, c'est ER, voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Là, vous le voyez, là, c'est bon. Hein? Donc, vous allez avoir ER égale 2Kp cosinus θ sur R3. Ensuite, Eθ, c'est moins 1 sur R
la dérivée de V par rapport à θ. La dérivée de V par rapport à θ, j'ai cosinus θ. La dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. Et je vais avoir Eθ qui va être égal à Kp sinus θ sur R3. Ceci, c'est un résultat du cours. On vient de le redémontrer. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? La question suivante, maintenant, on a vu comment on détermine le champ et le potentiel créé par un dipôle. Maintenant, on va essayer de voir comment va se comporter un dipôle quand il est soumis à l'action d'autres charges. Eh bien, c'est-à-dire à un champ. Voilà. Alors, je sais que mon dipôle, le voilà. Je l'ai représenté avec le vecteur P. Le vecteur P, il est dirigé de la charge moins Q vers la charge plus Q. Et supposons que ce dipôle-là, c'est-à-dire cet ensemble de deux charges, je vais le soumettre à une région où il y a des charges. Supposons que j'ai des charges électriques, donc je vais avoir un champ électrique créé par d'autres charges. Donc voilà, je vais prendre un dipôle et je le soumets à un champ électrique. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que la distance ici entre les charges est petite. Hein? Petit a, on a vu qu'il est petit. Ce qui fait que entre la charge plus Q et moins Q, eh bien, le champ, je suppose qu'il est le même. Il est constant. Alors, je suppose que j'ai, donc voilà, une région de l'espace où il y a un champ électrique, donc pratiquement constant, parce que la distance ici entre P et E, et entre les charges moins Q et plus Q, elle est petite, et je vais prendre ce dipôle et je vais le placer dans cette région de l'espace. Bien, je le prends et je le place ici. Voilà. Alors, que va-t-il lui arriver? Je sais que le dipôle, c'est deux charges, c'est moins Q et plus Q. Et ces deux charges vont être soumises à l'action du champ électrique E. Alors, la charge plus Q, elle va être soumise à une force égale à F égale F plus, je l'appelle F plus, c'est plus QE. Donc, elle va être orientée comme ceci. Voilà la force qui s'exerce sur la charge F plus, sur la charge plus Q. Maintenant, si je regarde la force qui s'exerce sur la charge moins Q, c'est F égale moins QE. C'est-à-dire que la force va être opposée au champ. Voilà la force F moins qui s'exerce sur la charge moins. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, vous voyez comme si vous avez quelque chose et vous tirez avec deux forces qui ont le même module et qui sont opposées. C'est-à-dire que la somme des forces va être égale à 0. Ça veut dire que la position du dipôle va rester la même, c'est le point O. Mais que va faire le dipôle quand vous tirez comme ça? Eh bien, il va tourner. Il va tourner. Donc, comme on a ce qu'on appelle, quand on a deux forces qui sont égales et opposées, on dit que c'est un couple de forces. Eh bien, le couple de forces, sa somme est égale à 0. Donc, la position du corps ne change pas, mais le corps va tourner. Et on va voir ce qu'on va appeler le moment du couple. Donc, le dipôle va tourner. Et du moment qu'il va tourner, cela veut dire qu'il va se mettre en mouvement. Donc, il est soumis à un couple de forces. Dans le moment, on vous l'a montré en cours, c'est tau, le moment du couple, c'est le produit vectoriel P vectoriel E. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, puisqu'il va tourner, cela veut dire qu'il, quand on le place ici, il a une réserve d'énergie qui va se transformer en mouvement, donc en énergie cinétique. Ça veut dire que quand le dipôle va tourner, donc il a une énergie potentielle, une réserve d'énergie. Et comment on trouve cette réserve d'énergie? L'énergie potentielle, on vous l'a montré en cours, c'est moins vecteur, moins produit scalaire PE. P, c'est le moment dipolaire et E, c'est le champ. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Quand on prend un dipôle, oui. Donc, l'ensemble des forces soumises sur le dipôle est tau, c'est ça? Est égal à 0. F plus et F moins égale 0. Le centre du dipôle ne va pas bouger. D'accord? Mais de la charge, elle va aller de ce côté, ou de la charge, elle va de ce côté. C'est-à-dire que l'ensemble va tourner. Bon, en premier semestre, on a fait la mécanique du point. Donc, on n'a pas fait la rotation, Hadia.
Mais là, vous le voyez. Vous avez peut-être, je ne sais pas si les programmes ont changé, mais normalement, vous avez le mouvement du solide. Là, on a un solide et vous le tirez vers 2 points. Par exemple, vous pouvez prendre une règle. Imaginez, vous avez un corps, une règle que vous fixez au point O. Elle est fixée au point O parce qu'elle ne bouge pas, la règle. Mais quand vous la tirez avec 2 forces opposées, eh bien, la règle va tourner. D'accord? Sans que Mais la position O ne change. nul. Pardon? On n'est pas nul. Ma femme. Oh, et la somme des forces. O, c'est un point où se place le dipôle. Le centre du dipôle il se trouve en haut. Quand vous faites Madame, la somme des forces, vous trouvez 0. F plus F moins se trouve 0. Donc, le centre du dipôle ne bouge pas. Le dipôle ne bouge pas. D'accord? Le centre terre. Maintenant, il va y avoir une rotation. Il dort. Le dipôle, il dort parce qu'il y a de la charge plus. Donc, elle va aller de ce côté-là. On a la force, la charge moins, elle va de ce côté-là. C'est-à-dire que le dipôle, il a une rotation. Il va tourner dans ce sens-là. Où la force F plus G maintenant, la force moins est là. Vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, vous prenez une règle ou là, quelqu'un la tient au milieu, ou une tête de chaque côté, c'est du bed de maintenant ou maintenant, la règle va tourner. C'est-à-dire le dipôle, son centre ne bouge pas, mais il va y avoir une rotation d'Awaran. Le dipôle va tourner. Et comment il va tourner? Alors, on a 2 choses pour voir la rotation terreau. Il est soumis à un couple de forces, les 2 forces qui ont le même module et qui sont de sens opposé, eh bien, leur somme fait 0, mais elles ont ce qu'on appelle un moment de force. Et le moment de force, comment on le calcule? Taux, c'est P vectoriel E. D'accord? On vous l'a expliqué en cours, d'ailleurs. D'accord? Donc, on sait que le moment du couple, c'est taux égale P vectoriel E. Donc, tant que le produit vectoriel P, E, n'est pas égal à 0, tant que le couple de force va avoir un mouvement et il va faire tourner le dipôle. Taux égale 0. Là, il n'y aura plus de rotation. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, puisqu'il va y avoir une rotation, cela veut dire qu'on a une réserve d'énergie. Et la réserve d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Comment on la calcule? EP égale moins P scalaire E. Ça a été démontré en cours. Normalement, vous les avez vus en cours. D'accord? Voilà, ça c'est un résultat du cours qu'on va utiliser. D'accord? Pour faire l'exercice. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, bien sûr, donc on cherche les positions d'équilibre. Quand est-ce que le dipôle ne va pas tourner? Eh bien, il faut que taux égale à 0. Alors, c'est-à-dire, là, on va avoir taux égale 0. On va avoir θ égale 0. C'est un équilibre stable. Et là, je reprends parce que ce n'est pas ce qui se passe. Je suis en train d'essayer d'enregistrer et apparemment, il dépasse un peu. Donc, la dernière ligne n'est pas sortie. On va la voir ici. Donc, les positions d'équilibre, θ égale 0. θ, c'est l'angle entre P et E. Hein. θ, c'est l'angle entre P et E. Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut que taux égale 0, c'est-à-dire P et E soient parallèles. Si P et E sont parallèles et de même sens, on va avoir un équilibre stable. Et si P et E sont opposés, θ égale pi, on va avoir un équilibre instable. Ça, c'est les résultats du cours. Hadoma, vous devez les savoir. Sinon, vous ne pourrez pas traiter l'exercice. Donc, il faut retenir tout ça. Moi, j'ai essayé de résumer un peu de manière à avoir les outils pour travailler, pour traiter les exercices. Et là, vous ne pouvez pas vous en passer. Hein. Donc, ça, il faut retenir, il faut connaître. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question proprement dite. Voilà. Alors, où est-ce qu'on a? Voilà. Donc, on avait le dipôle, on a calculé le potentiel et le champ au point M. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on place en M1, M1 un dipôle de moment dipolaire P'.
et faisant un angle alpha avec la direction du dipôle P. Vous voulez qu'on va représenter ici, on avait le dipôle P qui se trouve au point O. On a ramené un autre dipôle qu'on appelle P', et P', comment il est orienté? Il fait un angle alpha par rapport à la direction de P. C'est-à-dire que si on prend la parallèle à P, qu'on a tracé ici, eh bien, il y a un angle alpha entre la direction de P et la direction de P'. Voilà. Alors, petit a, est-ce que vous avez compris? Donc, on a pris un dipôle P', on l'a placé au point M1. Voilà. Et question, on vous demande de calculer son énergie potentielle pour alpha égale 30 degrés. C'est-à-dire, on prend ici alpha égale 30 degrés et on vous demande de calculer l'énergie potentielle du dipôle P', ici. Voilà, l'énergie du dipôle P'. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On vient de le voir. L'énergie potentielle du dipôle P', c'est quoi? Eh bien, c'est EP, l'énergie potentielle de P', c'est moins, alors, c'est le produit scalaire, PE. Alors, c'est P', on cherche l'énergie potentielle de P', donc c'est moins vecteur P', scalaire, E, où se trouve P'? E se trouve, P' se trouve au point M1. Donc, on va chercher E au point M1, ou la position où se trouve P'. Alors, donc, on doit déterminer le champ au point M1. Alors, comment on va déterminer le champ? Ou minjahad le champ au point M1. Le champ au point M1, il est dû à la présence de P. C'est le champ créé par P au point M1. Donc, EM1, c'est créé par le dipôle P qui se trouve en haut. Et j'ai calculé, je sais calculer les composantes de E créées par un dipôle. Je sais que un dipôle, un des ER, c'est 2kp cosinus θ sur R3. On l'a démontré dans la première question. Et Eθ, c'est kp sinus θ sur R3. Alors maintenant, je suis en M1. Quel est le cas particulier en M1? J'ai la valeur de R, que je vais appeler R1, et j'ai la valeur de θ. Alors, la valeur de R1, c'est la distance au M1, on m'a dit, c'est 10 cm. Hein, 1 cm. 1 cm, c'est-à-dire 0,01 mètre. Maintenant, θ, c'est θ1, c'est l'angle entre P et OM1. L'angle entre P et OM1, je l'appelle θ1. Eh bien, cet angle-là, je vois qu'il est égal à pi sur 2. Donc, θ1, c'est l'angle entre P et OM1, eh bien, c'est pi sur 2. Cela veut dire que je vais calculer ER et Eθ en remplaçant R par R1, c'est-à-dire 0,1 mètre, et θ par θ1. θ1, c'est pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, ER égale 0. Et Eθ, eh bien, sinus θ égale à 1. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, pardon, je suis désolée, il y a la dernière ligne qui ne sort pas, je ne sais pas pourquoi. Bon. Voilà, donc on était où? On était là. Donc voilà. Donc, E, R1, au point M1, c'est 0, puisque cosinus θ égale 0. Et E, θ1, on fait θ égale pi sur 2, cosinus θ égale 1. Donc, ça va être Kp sur R1 au cube. On fait l'application numérique et on trouve que Eθ1 égale 3,33, 10 puissance moins 15. Les unités du champ, c'est des volts par mètre. Voilà. Et donc, on va passer donc, à la diapo suivante. Voilà. Alors, la diapo suivante, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ER1 égale 0. On a trouvé Eθ1, c'est Kp sur R3, c'est-à-dire 3,33. 10 puissance moins 15 volts par mètre. Voilà. Alors, voilà le dipôle P. Le dipôle P au point M1, il va créer un champ. Donc, ER égale 0 et Eθ, c'est ça. Donc, on peut représenter le champ
voilà, le vecteur unitaire UR1 en M1 et voilà le vecteur unitaire Uθ en M1. Ils sont comme ceci. Donc, UR1 est au parallèle et de même sens que au M1 et Uθ, il est perpendiculaire. J'ai un angle droit ici. Ici, la composante ER égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante. Il reste que ET. E, c'est Eθ. Donc, E au point M1, c'est Eθ1, Uθ1. Uθ1 est dirigé comme ça. Cela veut dire que le champ au point M1, il va être dirigé dans ce sens-là. Est-ce que vous me suivez? Voilà le champ créé par le dipôle P au point M1. Maintenant, on connaît le champ au point M1 et on connaît le vecteur, plutôt le dipôle P' qu'on a placé au point M1. Il est dirigé comme ça. Donc, voilà le champ EM1, son module et sa direction. Voilà. Alors maintenant, on va chercher, donc, voilà, on va chercher l'énergie potentielle du dipôle P' soumis au champ EM1. Quelle va être l'énergie potentielle? Eh bien, l'énergie potentielle, on a vu, c'est moins P' scalaire EM1. Voilà. Alors, pour connaître le produit scalaire, il faut que je connaisse l'angle entre P' et EM1. Eh bien, le produit scalaire, c'est module de P', module de EM1, cosinus phi. Phi, c'est l'angle entre pi et EM1. Hada huwa l'angle phi, entre P' et EM1. Alors, comment je vais le déterminer? Eh bien, on m'a donné, moi, l'angle alpha. Hada l'angle alpha, on me l'a donné, on m'a dit c'est 30 degrés. Cela veut dire, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que phi, c'est l'angle entre P' et EM1. Alors, c'est-à-dire, l'angle phi, c'est pi, vous le voyez, pi moins alpha. C'est-à-dire, c'est pi moins alpha, c'est pi sur 3. Pardon, c'est pi sur 6. Donc, ça vous fait 6 moins 1, ça fait 5 pi sur 6. Donc, ça fait en degrés, ça fait 180 moins 30, ça fait 150 degrés. Voilà, donc j'ai le module de M1, j'ai le module de E' et j'ai l'angle phi, donc je peux calculer l'énergie potentielle du dipôle P' placé au point M1. Je fais le calcul. Alors, là, j'ai un signe moins, et comme l'angle phi, il fait 150 degrés, il est supérieur à pi sur 2, donc l'angle phi a un cosinus négatif, ce qui fait que l'énergie potentielle est positive. Voilà, c'est 15,28 10 puissance moins 46 joules. Voilà. Remarque, là, on a travaillé avec les modules, la définition du produit scalaire. On aurait pu exprimer P' et EM1 en coordonnées cartésiennes et faire le calcul. Ça revient au même. Si je travaille en coordonnées cartésiennes, le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire J. Et ensuite, on calcule EP de P'. C'est le produit scalaire en coordonnées cartésiennes. Eh bien, en coordonnées cartésiennes, vous voyez que P' va avoir avec P', je l'exprime en coordonnées cartésiennes, donc la projection de P' selon l'axe des X et la projection de P' selon l'axe des Y. Et je vais avoir P' égale module de P' cosinus alpha sur l'axe des X plus P' sinus alpha J. Voilà, ça c'est le vecteur P'. Le vecteur EM1, le vecteur EM1, comment il est dirigé? Vous voyez qu'il est dirigé dans ce sens-là. Il est parallèle à l'axe des X, où je connais son module. Le module, je l'ai déterminé, où il est opposé au vecteur I. Donc, je mets moins I ici, et en calculant le produit scalaire, je vais avoir P', module de EM1, cosinus θ, et on retrouve bien la même valeur de l'énergie potentielle. Voilà. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on me demande de représenter, donc la question 3b, représenter qualitativement le moment du couple de force s'exerçant sur P'. Comment je vais représenter le moment du couple?
Eh bien là, bon, j'ai filmé, j'ai pris des photos plutôt, je n'ai pas filmé. Je vous explique comment on détermine, donc pour avoir le moment du couple, il faut avoir le module vectoriel. Donc ici, non, c'est pas là, c'est ici, voilà. Alors, voilà. Alors, comment représenter le moment du couple qui s'exerce sur le dipôle? Alors, comment on fait? On sait que tau, le moment du couple, c'est le produit vectoriel P vectoriel E. Alors, comment on va faire? On peut utiliser la main droite. Alors, la main droite, comment on va l'utiliser pour calculer le produit vectoriel PE? Alors, la main droite. La main droite tendue et orientée parallèlement et dans le sens du premier vecteur. Le premier vecteur, c'est P. Avec la main droite et voilà le vecteur P. Comme ma main est ouverte, elle est tendue, elle doit être la direction du premier vecteur. Voilà. Ensuite, regardez la première photo. Comment je vais faire? Ensuite, quand on plie la main droite, vous voyez la main droite, elle est tendue, là je l'ai pliée, et bien quand on plie la main droite, on doit avoir les doigts parallèles et de même sens que E. Active la direction de E, donc le deuxième vecteur, hein, la direction de E, elle doit être parallèle et de même sens que E. Donc voilà, main droite tendue, même pour les gauchers, c'est la main droite. Hein. Voilà, donc vous prenez la direction du premier vecteur, pour nous c'est P, P vectoriel E. Donc P, quand vous pliez la main, vous devez être dans la direction de E. La direction de votre main pliée, c'est la direction de E. Eh bien, dans ce cas-là, la direction et le pouce, et le sens du pouce, le pouce donne la direction de tau, tau. Donc voilà, regardez. Donc voilà la main. Quand la main était tendue, on a la direction de P. J'ai plié la main, j'ai eu la direction de E. Et la direction du pouce, la direction du pouce, ça vous donne la direction de E. Comment on utilise la main droite pour trouver la direction du produit vectoriel, PE. Voilà. Vous ouvrez votre main, vous avez la direction du premier vecteur. Vous pliez votre main, vous avez la direction du deuxième vecteur. Et la direction du pouce vous donne le troisième vecteur. Voilà. Maintenant, supposons que quand vous pliez votre main, vous ne pouvez pas avoir le sens de E. E, il est dans l'autre sens. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, comment faire pour que ça marche? Eh bien, vous renversez votre main. Eh bien, si ça ne marche pas comme ça, eh bien, vous pouvez avoir le KB où on ne peut pas aller de P à E en pliant la main. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la main. On retourne la main comme ceci. Faites les quintes de face, retourner. Un des P. Je plie la main, je vais avoir la direction de E. Et vous voyez que la direction du pouce, elle est vers le bas. Voilà. Donc, voilà comment on utilise la main droite. Je ne sais pas, vous avez dû voir ça au CEM ou là au lycée. Hein? Avec le bonhomme d'ampère. Bon, ça ne fait rien. Donc, voilà. P, E, tau. Voilà, dans l'espace. Maintenant, il y a des cas particuliers. Alors, par particulier, si P et E sont dans le plan de la feuille doit aller. Alors, P et E sont dans le plan de la feuille. Un des P hegda ou E hegda, le plan de la feuille. Comment il va être tau? Eh bien, je vais de P à E et je vais trouver la direction du pouce qui est rentrant. Alors, quand il est rentrant, on voit le dos de la flèche. Donc, tau est perpendiculaire au plan de la feuille et il est rentrant. E est rentrant. Pardon, tau est rentrant là-dedans. Voilà. Maintenant, si c'est inversé, si j'ai P comme ça et E comme ça, eh bien, je vais avoir tau, le produit vectoriel PE, je vais avoir le vecteur tau qui est sortant et je vois la pointe ici. Voilà. V, c'est un vecteur sortant. Voilà.
Et c'est tout. Donc, voilà comment on détermine la direction du produit vectoriel. Dans notre cas ici, c'est le dipôle. Voilà. Donc, on revient ici. Petit b, on vous demande de représenter qualitativement le moment du couple de force qui s'exerce sur P'. Alors, Aulik P', voilà E. Et je sais que taux, c'est P' vectoriel EM1. Donc, j'utilise la main droite et je vais trouver, donc taux, puisque j'ai un produit vectoriel, taux va être perpendiculaire au plan P' EM1, c'est-à-dire le plan de la feuille ici, eh bien, taux va être perpendiculaire au plan et son orientation est telle que le trièdre, c'est-à-dire l'ensemble des trois vecteurs, P', EM1 et taux, soit un trièdre direct. Et je sais, par exemple, que donc ici, quand j'applique la main droite, je vais avoir taux qui est sortant. Avec taux, il est sortant. Je vois la pointe ici de taux. Voilà. Et je peux aussi utiliser comme référence, je sais que comme trièdre direct, un le trièdre IJK. Quand j'ai I comme ça, J comme ça, K est dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, on peut aussi retrouver taux. Alors ici, nous, on a dit qu'on pouvait exprimer P' et E en coordonnées cartésiennes. Hein? Alors, ça va être plus simple si on trouve… Ça, c'est une méthode, hein, puisqu'on me demande. Donc, ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors, les coordonnées cartésiennes, des I hagda ou J hagda. Alors, ça veut dire que le vecteur P', on l'a montré tout à l'heure, c'est P' cosinus θ I plus P' sinus alpha J. Avec P', où le vecteur EM1, on a vu qu'il est dirigé dans ce sens-là, c'est-à-dire il est parallèle à moins I. Quand je vais faire le produit vectoriel, alors, quand je vais faire le produit vectoriel, je sais que I, ça me donne 0, d'accord? Et je vais avoir J vectoriel I. Donc, je vais avoir le produit vectoriel, le terme, il va donner 0, il va me donner P' sinus alpha J vectoriel moins 33 10 puissance moins 15 volts par mètre J. Et ça, quand j'ai ici JI, ça me donne moins K, avec le signe 8,82, 10 puissance moins 6 K, puisque JI, c'est moins K. Et je fais le produit ici. Voilà, donc la valeur. On ne vous l'a pas demandé, la valeur. Hein. Donc, mais là, on va trouver donc, que taux est parallèle au vecteur K, c'est-à-dire sortant. Donc, ça, c'est un calcul qu'on ne vous a pas demandé. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est trouver que la direction de taux, hein, c'est la direction de K, c'est-à-dire que taux est un vecteur sortant. Voilà. Question suivante. Donc, représenter le moment du couple, on représenter petit c, représenter la position d'équilibre stable et justifier votre réponse. Alors maintenant, petit c, représenter P' dans sa position d'équilibre stable et justifier votre réponse. Qu'est-ce qu'on sait? Voilà, Naya, au point M1, on va représenter P', mais en position d'équilibre. Alors, la position d'équilibre, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que P', dans sa position d'équilibre stable, c'est quoi? Eh bien, je sais qu'il doit avoir, il ne doit pas tourner. S'il est en équilibre, il ne doit pas tourner. Ça veut dire que taux, c'est P' vectoriel EM1, doit être égal à 0. Et pour que taux soit égal à 0, il faut, donc la position d'équilibre, taux égale 0, le moment du couple égale à 0. Cela veut dire que pour que le taux soit égal à 0, il faut que l'angle entre P' et E', P' et E' soit parallèle. Donc, il faut que P' soit parallèle à E'. Vous me suivez? C'est bon. Hein? Tant que vous ne m'arrêtez pas, je continue. Hein? D'accord? Donc, position d'équilibre, il faut que taux égale 0, ça veut dire que P' et E soient parallèles. Maintenant, je dois avoir une position d'équilibre stable.
Alors, je sais que la position d'équilibre stable, c'est quand P' et E sont parallèles et de même sens. C'est-à-dire que P' est de même sens que EM1. Voilà. Donc, je vais représenter ici P', le voilà dans sa position d'équilibre stable. Il est parallèle à EM1 et de même sens. Vous voyez, il est dirigé comme ceci. Alors maintenant, on me demande de justifier pourquoi c'est comme ça. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer qu'on bouge un tout petit peu et voir si la position AD d'équilibre, elle est stable ou pas. Donc, justification, eh bien, on va voir que cette position, comment elle est. Eh bien, je représente qualitativement les forces qui s'exercent sur P', quand P' a tourné un tout petit peu. Eh bien, si on écarte légèrement le dipôle de sa position, que va-t-il lui arriver? Par exemple, je l'ai tourné un tout petit peu comme ceci. Il n'est pas tout à fait parallèle à EM1, mais il a tourné un tout petit peu. Eh bien, je vais représenter les forces qui s'exercent sur P', F plus et F moins. La force, je sais que la charge plus, elle se trouve là, la charge moins se trouve là. Donc, F plus est dirigé dans le sens de EM1, c'est-à-dire que dans ce sens-là, et F moins va diriger en sens inverse. Et vous voyez que quand vous tirez comme ceci, que va faire le dipôle? Eh bien, il va tourner dans ce sens-là et on revient à la position initiale, c'est-à-dire on revient à la position initiale, donc c'est une position d'équilibre stable. Alors, si j'avais représenté P' de l'autre côté, c'est-à-dire on l'avait tourné un tout petit peu, j'aurais trouvé le même résultat. Les forces F' et F-, eh bien, elles vont faire tourner le dipôle de manière qu'il redevienne parallèle et de même sens à EM1. Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous avez suivi? C'est bon? Voilà. Donc, on continue. Troisième question. Eh bien, troisième question. On place le même dipôle faisant le même angle alpha avec la direction du dipôle P en M2, M2 NA. Et on vous repose les mêmes questions. Vous voyez qu'on prend le dipôle, il n'est plus en M1, il est en M2. Voilà, et il est orienté de manière qu'on a un angle alpha ici. Et on vous demande, on vous repose les mêmes questions, c'est-à-dire, premièrement, l'énergie potentielle du dipôle P' placé en M2. Donc, on va calculer le champ, donc l'énergie potentielle de P', c'est moins P'E au point M2, on est au point M2, et on va calculer E au point M2, donc on doit déterminer E au point M2. Alors, d'après le résultat, E au point M2 est créé par le dipôle P, vous vous rappelez, hein, E au point M2, il est créé par le dipôle P, et on avait montré que ER s'écrivait 2Kp cosinus θ sur R3, et Eθ, c'est Kp sinus S3 sur sinus θ sur R3. Et là, on va faire, donc là, on va avoir R2 et θ2. Alors, R2, c'est le module de OM2, on me l'a donné, c'est 0,01 mètres. Et θ2, ici, c'est l'angle entre P et OM2, parce que c'est le champ créé par P. Donc, on cherche l'angle entre P et OM2. Et l'angle entre P et OM2, ici, en M2, il est égal à 0. Donc, je vais calculer ER et Eθ pour la position M2. Alors, pour la position M2, eh bien, je fais θ égale 0, θ2 égale 0. Je vais trouver ER égale 2Kp sur R3. Et Eθ, si je fais θ égale 0, ça me donne 0. Ça veut dire que E, c'est ER2, eh bien, c'est 2Kp sur R3. Et en faisant l'application numérique, j'ai K, 9 10 puissance 9, P, je l'ai, c'est 3,7 10 puissance moins 3, moins 31, pardon. Et R3, c'est 0,01. Donc, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée ici, je ne sais pas. Il faudrait refaire l'application numérique peut-être. Normalement, c'est bon. Hein? OK?
D'accord. Normalement, bon, ok. Donc voilà, je trouve E au point M2, voilà, c'est ER2, c'est 2 kP sur R3, 6,66, 10 puissance moins 15 volts. Et donc, en le représentant, et Eθ2 égale 0. Voilà, alors, voilà ER2 et Eθ2. Donc, E au point M2, c'est ER2, UR2. Comment est dirigé UR2? Donc, voilà, l'application numérique. Voilà, vous voyez que le vecteur UR2, ici, il est parallèle à l'axe des X. Hein. UR2, bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, je peux écrire que E au point M2, c'est, si je représente le vecteur P ici, eh bien, le E au point M2, c'est 6,66 10 puissance moins 15 volts par mètre. Et UR2, vous voyez qu'il est parallèle à I. Vous le voyez ou bien je prends la rôle? Je ne sais pas, d'annule l'animation. Vous voyez que EM2, il est parallèle, je vais le... Voilà, très bien. Donc EM2, vous voyez UR2, comment il est dirigé? De haut vers M2. Donc UR2 est dirigé dans ce sens-là, voilà. Et c'est carrément UR2, c'est le vecteur I. Donc E au point M2, c'est 6,66 10 puissance moins 15 volts par mètre, vecteur I, est parallèle au vecteur I, le vecteur I, le vecteur UR2. Voilà. Maintenant, on a déterminé EM2, on peut calculer l'énergie potentielle. Voilà. Donc, pardon. Voilà, donc là. Donc maintenant, on va calculer l'énergie potentielle. Voilà mon vecteur, mon dipôle P', il fait un angle alpha avec l'axe des X. Donc E, l'énergie potentielle du dipôle P', placé au point M2, c'est moins P', E au point M2. Voilà. Et donc c'est moins module de P', module de M2, cosinus alpha. Là, on voit que c'est carrément l'angle alpha. Et on fait, donc c'est E au point P', l'énergie potentielle de P', c'est moins P', EM2 en scalaire. Et en faisant l'application numérique, ici, en prenant cosinus alpha égale, donc cosinus 30 degrés, eh bien, on trouve EP égale moins 3,06, 10 puissance moins 45. Ne pas oublier, ce sont des joules. Et vous voyez qu'ici, l'énergie potentielle, elle est négative. Voilà. Alors, remarque, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aussi exprimer P' et E, M' en coordonnées cartésiennes et calculer E de P', on retrouve la même chose. Voilà. Donc, voilà le vecteur I et J. Le vecteur P', c'est P' cosinus alpha plus I plus P' sinus alpha J. Et EM2, vous voyez qu'il est parallèle et de même sens que I. Et donc, quand on fait le produit scalaire, on retrouve la même chose. Alors, la question 3b, donc il faut représenter le moment du couple de force qui s'exerce sur P'. Alors, le moment du couple, voilà, on est là, voilà P' et voilà E au point 1'. Donc, vous voyez que ici, quand j'utilise la main droite, donc j'ai taux égale P' vectoriel E au point M2 et taux va être perpendiculaire au plan de la feuille, à P' et à E', et on doit avoir le trièdre P', EM, 1 taux, c'est un trièdre direct. Voilà. Et donc, quand je représente taux ici, je vois, en utilisant la main droite, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on trouve que taux est rentrant. On voit le taux de la flèche ici, il est perpendiculaire au plan de la feuille et il est rentrant. Voilà. Et donc, c'est ça la représentation. On aurait pu travailler en coordonnées cartésiennes. Si on travaille en coordonnées cartésiennes, on a les vecteurs I et J. Et donc, on a déterminé le vecteur P et le vecteur EM2
en coordonnées cartésiennes, on calcule le produit vectoriel, on sait que I vectoriel I c'est 0, on a J vectoriel I, et on trouve que, vous voyez que taux égale J vectoriel I, et J vectoriel I, ça vous donne moins K. Donc taux, on a calculé le vecteur taux, on a le module TO, il a un signe moins par rapport au vecteur K. Ça veut dire que taux, il est opposé au vecteur K, donc il est bien rentrant. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors, petit c, P' est dans sa position d'équilibre stable. On vous demande de représenter P' dans sa position d'équilibre stable. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On a le vecteur P, le vecteur EM2, il est comme ça, et on va représenter P' dans sa position d'équilibre stable. Et on sait que la position d'équilibre stable, c'est quand le dipôle est parallèle et de même sens au champ. Donc, on avait taux égale 0, ça veut dire que P' doit être parallèle à EM2 et on doit avoir un équilibre stable, cela veut dire que P' et E sont de même sens. P' est de même sens que E. Donc, je le représente, le voilà, le vecteur P', il est parallèle et de même sens que E au point M2. Voilà. Et donc, maintenant, il faut justifier, comme on l'avait fait tout à l'heure. Alors, la justification, eh bien, c'est qu'on suppose que le vecteur P' tourne un tout petit peu et voir est-ce qu'il revient à sa position initiale ou pas. Eh bien, on représente, donc si on écarte légèrement le dipôle de sa position, on le fait tourner un tout petit peu. Supposons qu'il est comme ceci, il a tourné un tout petit peu, et on représente les forces qui s'exercent sur le dipôle, la charge plus et la charge moins. Eh bien, la charge plus va être soumise à la force F plus, qui est dirigée comme ceci, dans le même sens que le champ, et la charge moins va être soumise à la force F moins qui est opposée au champ. Donc voilà comment c'est dirigé les forces F plus et M moins. Donc que va-t-elle se passer? Eh bien, vous voyez, quand on tire comme ça, F plus et F moins, eh bien le dipôle P' va tourner de manière à s'aligner avec EM2. Donc, si on écarte légèrement le dipôle de sa position, eh bien, il revient à sa position initiale. Il va revenir à sa position. Il va tourner de manière à revenir à sa position initiale. Cela veut dire que cette position, c'est une position d'équilibre stable. Et même si on tourne, vous voyez là, je fais la représentation pour 2, même si je tourne le dipôle dans l'autre sens, c'est-à-dire que le tourner vers le haut, il a tourné vers le bas, eh bien, je représente les forces F plus et F moins, et on voit que F plus et F moins, eh bien, à chaque fois, elles vont faire en sorte que P' va être parallèle et de même sens que E. Donc, voilà la position d'équilibre stable du dipôle P'. Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous n'avez pas de problème? C'est bon? Vous avez tout compris? Ce n'est pas difficile, mais il faut travailler, il faut regarder, il faut connaître les expressions de l'énergie potentielle, les expressions du moment du couple, d'accord, et appliquer. Voilà, c'est pas sorcier. OK. On va essayer de commencer. Il nous reste une dizaine de minutes. On va commencer l'exercice 9. Je vous enverrai peut-être après le PDF. On n'aura pas le temps de terminer, mais on va le commencer quand même. Alors, l'exercice 9, soit 3 charges, Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. Placées respectivement au point A, X égale 0, Y égale A. B, on a X égale A et Y égale A. Et C, X égale A, Y égale 0. A, B, C, on a les charges Q1, Q2, Q3. On vous donne les valeurs des charges Q1 et Q3.
sont toutes les deux positives, elles valent plus Q, 10 puissance moins 9 coulombs, et Q2 est négative, mais elle a le même module. Q2, elle est égale et opposée aux charges Q1 et Q3. Première question, on vous demande de calculer le potentiel au point O. Le point O, c'est l'origine ici des axes. Voilà. Ça, c'est la première question. Alors, comment on va calculer le potentiel au point O? Eh bien, le potentiel au point O, c'est la somme des potentiels créés par chacune des charges, Q1, Q2, Q3. Alors, V au point O, Q1 est en A, donc c'est KQ1 sur OA, plus KQ2 sur OB, plus KQ3 sur OC. Voilà. Alors, ne pas oublier que les charges sont comptées algébriquement et en bas, les distances sont toutes positives. Ça veut dire que la charge Q2 étant négative, j'ai moins Q. L'un des plus Q. Q1, c'est plus Q. Q2, c'est moins Q. Et Q3, c'est plus Q. Voilà. Et ne pas oublier que la distance OB ici, en appliquant Pythagore, OB au carré, c'est A au carré plus A au carré. C'est-à-dire que OB, c'est A racine de 2. Voilà, en appliquant Pythagore. Et on trouve V au point O. Bon, j'ai KQ sur A en facteur et j'aurai 2, puisque KQ sur A plus KQ sur A, facteur de 1 moins 1 sur racine de 2. Voilà. Et donc, en calculant, en faisant l'application numérique, j'ai les valeurs de Q, A, et je peux déduire la valeur de V au point O, c'est 116,4 volts. Voilà, n'oubliez pas que le potentiel est algébrique. Ici, le potentiel est algébrique. Bon, il est positif, mais il aurait pu être négatif. Question suivante. Vous me suivez, c'est bon, hein? D'accord? Question suivante. Calculez les composantes EX et EY du champ E au point O. Alors, E au point O, c'est la somme des champs créés par chacune des charges. Mais là, attention, c'est une somme vectorielle. Donc, si je regarde le champ créé par la charge QA, c'est KQ1, la distance OA au carré, fois le vecteur UA. Le vecteur unitaire UA, il est orienté de A vers O. Ensuite, plus le champ créé par la charge, donc le champ E1, il est dirigé donc, comme ceci, il est parallèle à UA, à E1, et de même, voilà, il est parallèle et de même sens que UA. Le champ EB, c'est KQ2 sur OB au carré, le vecteur unitaire UB qui est dirigé de B vers O. Or, ici, Q2 est négative. Si Q2 est négative, ça veut dire que le vecteur E2, il est dirigé vers le point B. Voilà, je vais représenter le vecteur E2 ici. Il est dirigé, orienté vers le point B. Voilà. Donc, voilà le vecteur E2. Opposé, puisque Q2 est négatif, il est opposé au vecteur unitaire UB. Ensuite, plus KQ3 sur OC au carré, le vecteur UC. Le vecteur UC, c'est le vecteur unitaire UC orienté de C vers O. Alors, le vecteur unitaire UA, UB et UC sont tous dirigés de la charge, vous voyez, de la charge vers le point O. Maintenant, je vais exprimer les vecteurs unitaires, puisque c'est des modules, et je dois exprimer le vecteur unitaire UA, UB et UC. UA, vous voyez que UA, c'est moins J. Il est opposé, il est suivant l'axe des Y, il est opposé au vecteur J. Voilà. Le vecteur UB, comment il est? Le vecteur UB, si je vois sa composante suivant l'axe des X, c'est moins cosinus, un carré, hein? Donc, cosinus 45 degrés fois I,
moins la composante suivant Y moins sinus 45 degrés J. Ça veut dire que le vecteur UB, c'est moins cosinus 45 et cosinus 45, c'est la même chose. C'est racine de 2 sur 2 fois le vecteur U plus J. Voilà le vecteur UB. Et le vecteur UC, il est dirigé, vous voyez, il est opposé à I, donc il est égal à moins I. Voilà. Et donc, on me demande de déterminer les composantes, c'est-à-dire, je vais prendre les composantes suivant I, suivant J. Si je regarde les composantes des trois vecteurs ici, suivant I ou عندي donc, Naya, KQ1, donc suivant X, je vais prendre les composantes de U, A, UB et UC suivant l'axe des X. Donc, ce sera, suivant l'axe des X, on a UA, c'est 0, il est dirigé comme ceci, il n'y a pas de composante. Suivant C, je vais avoir K, il est orienté suivant moins I, KQ sur A2 avec le signe moins, ou le vecteur UB, c'est moins racine de 2 sur 2 fois I. Donc, c'est K fois moins Q sur 2A2 multiplié par racine de 2 sur 2. Et je vois que les composantes EX et EY, elles sont égales. Vous faites le calcul et vous trouvez, donc je peux mettre en facteur ici KQ sur A2, et on trouve que EX égale EY égale moins 5,82 volts par mètre. Donc EX égale EY, hein, les deux composantes sont égales, elles valent moins 5,82 volts par mètre. Voilà, on le représente. Alors on nous demande la question suivante. La question suivante. On nous demande de représenter, la question suivante, on a calculé les composantes E, X et Y, on déduire le champ électrique EO au point O, représenter le vecteur EO à l'échelle 1 cm représente 200 volts par mètre. Donc ça, c'est la question suivante. Là, je n'ai pas fait d'animation. Voilà, la question 3, on est là. Donc, ça, c'était bon, on l'a fait. Voilà. Et maintenant, ici. Voilà. Il nous a demandé d'en déduire le vecteur champ E total au point O. Et on vous donne l'échelle. 1 cm représente 200 volts par mètre. Donc, j'ai représenté E1 à Aulic en tenant compte de l'échelle. Le champ E2, il est là, en vert, et le champ E3, il est comme ceci. Voilà les trois champs. Quand on fait la somme, donc je fais E1 plus E2, E1 plus E3, je trouve un vecteur E1 plus E3, je trouve le vecteur O avec le point, je lui ajoute E2 et on va trouver E0, E0, et on vérifie bien que ça marche, voilà. Donc ici j'ai E2, hein, E2, et je trouvais E0, le champ E point O. Voilà. Question suivante, on place au point O un dipôle de moment dipolaire P, 10 puissance moins 10 moins I plus J coulomb mètre. Déterminer le moment taux du dipôle, du couple appliqué au dipôle. Qu'est-ce qu'on a? On a taux égale P vectoriel O, E au point O. Alors, à P ou à E au point O, on calcule le produit vectoriel. Donc, en coordonnées cartésiennes, on a des moins I plus J vectoriel moins 5,82 volts par mètre, I plus J. Et on trouve taux égale 116,4, 10 puissance moins 9 joules, et taux est parallèle et de même sens que le vecteur unitaire K. Maintenant, petit b, on vous demande de représenter le dipôle dans sa position d'équilibre stable
est justifié, alors, le dipôle dans sa position d'équilibre stable, quand il est parallèle et de même sens que E. On a vu que E0 était comme ça, donc voilà P dans sa position d'équilibre stable. Maintenant, voilà, la dernière question. Maintenant, petit c, on vous demande de calculer la variation d'énergie du potentiel du dipôle lorsqu'il passe de la position initiale à la position finale. La position du dipôle, l'énergie potentielle du dipôle, c'est moins P scalaire E. Alors, c'est moins module de P, module de E, cosinus θ. La variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle initiale, c'est moins P scalaire E0. On a P, on avait donc P en coordonnées cartésiennes, E0 en coordonnées cartésiennes, et on trouve l'énergie potentielle initiale qui est égale à 0. D'accord? Il faut faire les calculs. Hein? Donc, l'énergie potentielle initiale est égale à 0. L'énergie potentielle finale, c'est moins module de P, module de E. Voilà. Alors, le module de P, je le cherche. Attention, c'est moins I plus G. Donc, ça se trouve, module de P, c'est racine de 2, 10 moins 10 coulomb-mètre. E, c'est racine de 2 fois 5,82 volts par mètre. Et on trouve l'énergie potentielle finale, c'est moins 1164 10 moins 10 joules. Ça veut dire que delta EP égale ceci. Voilà. La dernière question, elle était posée. C'est un ancien sujet d'examen, Ada. Donc, la dernière question, elle n'est pas posée dans l'exercice. Et vous pouvez toujours essayer d'y répondre. Voilà. Donc, avec ça, normalement, on a terminé. Donc, pour la prochaine fois, on va faire les exercices 10 et 11. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout est clair? Eh bien, voilà. Donc, on se verra. Donc,